Bonjour à tous. Merci d'assister à cette table ronde sur la 5G, l'Internet des objets, le big data et la sécurité, et sur les nouveaux enjeux de la ville connectée. On va essayer de voir ici un petit peu comment les entreprises, en l'occurrence des grands groupes, se saisissent des opportunités de la ville intelligente. On va attaquer d'emblée avec vous, Madame Borle-Talec. Alors, ce qui est intéressant quand même on va rentrer dans le vif du sujet, ce qui est intéressant avec La Poste, c'est que vous êtes saisi assez rapidement des opportunités du digital, mais parce qu'il y avait une contrainte économique. Il y a la baisse du courrier qui a fait que rapidement, il a fallu trouver de nouveaux relais de croissance, s'entraîner, contrairement à d'autres grands groupes qui avaient peut-être un peu plus de marge de manœuvre sur ces sujets-là. Donc expliquez-nous comment ça s'est passé, puis quels services vous avez assez rapidement déployés pour vous relancer. Merci de la question qui est assez habituelle. C'est vrai que quand on parle du groupe La Poste, on a souvent ce genre de liaison. Nous sommes effectivement un grand groupe avec un cœur de métier historique qui bouge beaucoup, puisque si chacun regarde sa boîte aux lettres ce soir en rentrant, vous constaterez de vous-même qu'on reçoit moins de courriers. En même temps, moi j'ai coutume de dire, c'est pas comme si c'était un événement qu'on n'avait pas vu venir. Moi, je suis rentrée à La Poste il y a quelques années déjà et on nous disait déjà le modèle se transforme. Donc, cette transformation, elle n'est pas subie, elle est complètement assumée par l'ensemble des postiers du groupe et elle nous a permis finalement d'engager des mouvements vers les grands secteurs dont on a beaucoup parlé depuis ce matin. Et le groupe La Poste aujourd'hui est un acteur important dans le monde des services, dans le monde de la proximité et bien sûr en s'appuyant sur les outils numériques qui ont vraiment boosté notre transformation. Je vous donne quelques exemples. Depuis 3 ans, nos 80 000 facteurs sont équipés d'un smartphone. Ça paraît évident, ça paraît basique, mais derrière, on a des applicatifs métiers. Et ce que ça nous permet, c'est d'appuyer notre stratégie à quelque chose de solide, à quelque chose de concret pour le client, pour la personne qui voit le facteur. On a développé des offres et le smartphone permet de promouvoir ces offres et surtout fait partie de l'offre puisqu'on fait du retour d'informations grâce au smartphone. Donc c'est la gestion des réexpéditions, c'est la gestion des procurations quand vous n'êtes pas à votre domicile et que vous laissez un voisin ou quelqu'un de votre entreprise récupérer un recommandé. Et c'est par exemple aussi quelque chose en lequel on croit beaucoup et qui est en train de se développer, qui est dans notre rôle de lien entre tout ce monde numérique et l'humain. Parce qu'au bout du bout, il faut bien parler aux gens quand même. C'est le service qu'on appelle Veiller sur mes parents, qui est à destination des seniors et qui consiste de manière très simple, sans se substituer au monde des aidants ou du soin à domicile, à prendre des nouvelles des personnes sur la tournée d'un facteur. Donc ça s'est toujours fait, mais là ce qui est important, c'est qu'on fait un retour d'information à la famille ou aux collectivités donneurs d'ordre. Et donc ça structure une offre qui est de qualité et qui est, vu le vieillissement de la population à venir, certainement qui va connaître un grand avenir. Voilà, donc le numérique, c'est aussi, pour nous, ça a été aussi quelque chose de très puissant, de très dynamique pour avancer sur des nouvelles offres. Et puis, on manque peut-être de notoriété, mais si je vous dis coffre-fort numérique, si je vous dis application carnet de santé numérique, si je vous dis passer le code de la route, enfin pour vos enfants ou vos proches avec La Poste, voilà, on a vraiment une multitude d'offres novatrices qui sont adossées aux offres numériques, au réseau et à toutes ces technologies qui nous entourent aujourd'hui et qui sont notre quotidien. Et surtout, c'est des services où on ne vous attendait pas forcément. Vous parliez du code de la route, c'est pas forcément quelque chose on n'y pense pas naturellement, on ne se dit pas que La Poste va aider les gens à passer le code de la route, par exemple. Alors non, c'était pas spontané, mais en même temps, quand on réfléchit, le groupe La Poste, ce sont des réseaux. Donc on a un réseau physique, on a 17 000 points de contact sur le territoire, donc c'est le premier réseau national et ça a une vraie valeur. On a un réseau humain, ce sont nos facteurs et nos postiers. Et puis on a des réseaux numériques évidemment, parce qu'on a quand même une banque, on a des opérateurs de colis et maintenant tous les colis sont suivis, sont tracés, etc. Donc l'alliance de ces 3 réseaux, c'est quand même un actif extraordinaire qui nous a permis de promouvoir ces offres et de les mettre en valeur et de capitaliser dessus pour changer de stratégie et pour s'ouvrir à cet avenir qu'on imagine bien comme étant vraiment le mariage de la proximité
et du numérique, et ce lien humain qui, à mon avis, va être essentiel dans tous les déploiements qu'on va voir et dont on a parlé depuis ce matin, dans le monde du B2C et de l'offre au public, voilà, que ce soit les personnes vulnérables, que ce soit les personnes en mobilité, que ce soit les seniors. Voilà, on a une multitude de sujets qui ne sont pas encore traités et sur lesquels il faut injecter de l'humain, enfin, il faut garder de l'humain. Monsieur Sissoko, chez ICAD, comment est-ce que vous vous saisissez de ces nouvelles opportunités liées au digital? Il y a le logement connecté, mais il n'y a pas que ça. Dites-nous ce que vous faites. Disons que l'immobilier, c'est un monde de contraintes. C'est un monde de contraintes juridiques, d'urbanisme, de règles de la construction, de sécurité, de règles d'assurance. Enfin, vous vivez en permanence entouré de contraintes. Le digital, les technologies numériques, à mon sens, offrent un champ de possibilités, d'imagination incroyable. Et donc, face à ce spectre, ce nouveau spectre, ces nouvelles possibilités, ça nous a permis, en tout cas dans notre réflexion, de pousser nos collaborateurs, de pousser les dirigeants à réfléchir différemment et avoir une approche, j'allais dire, pluridimensionnelle. C'est-à-dire d'avoir une approche au logement, par exemple, d'avoir une approche également à l'immeuble, d'avoir une approche au quartier et d'avoir une approche au niveau d'une ville. Et donc c'est cette approche pluridimensionnelle qui est intéressante parce que, pour prendre un exemple, sur la plus petite entité que pourrait être le logement, on a développé un nouveau concept qu'on appelle Imaginome, dans lequel, grâce à une plateforme digitale, nous interrogeons des prospects qui viennent co-bâtir avec nous leur logement, le logement qu'ils voudront. On déposera ensuite un permis de construire, mais après. En général, un promoteur, il fait un logement et ensuite il vous le vend. Là, on co-construit, et ça, c'est justement l'évolution de ces technologies au-delà du logement connecté. Monsieur Harari, tout à l'heure, de Vinci Immobilier, qui est notre concurrent, présentait un certain nombre de choses, de technologies. Moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est plus sur ce champ de possibilités, cette approche pluridimensionnelle. La façon dont vous penserez votre logement vous amène également, du coup, à penser ce qui va se passer dans les immeubles, à animer des services. Et avec nos amis de la Poste, on a créé une filiale qui s'appelle Arcadea, par exemple, et on va se servir justement des services de la Poste. Et donc, on repense la façon dont on va faire des immeubles grâce à ça, en ayant cette approche logement-immeuble. Et derrière, vous basculez tout de suite, vous basculez sur le quartier. On a cette chance de pouvoir avoir des concessions d'aménagement, je sais que ça parle à beaucoup d'élus ici, dans lesquelles vous réfléchissez à un quartier. Et là, vous rentrez aussi dans des logiques. Si vous vous enfermez sur la façon dont vous faisiez les quartiers, avec les aménagements, les pubs, etc., vous vous enfermez dans ce raisonnement sans profiter de l'ensemble du spectre de ces possibilités. Je vais prendre 2-3 exemples. Le premier, c'est les parkings. Réfléchir à une circulation lorsque vous bâtissez un quartier en raisonnant comme avant, c'est une erreur, parce que vous pouvez aujourd'hui, grâce au digital, réguler toute la circulation sur un quartier, assurer la sécurité sur un quartier très 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 différemment. Voilà. Après, je pourrais mobiliser la parole, mais il faut que je laisse un peu pour... Ça implique d'avoir en tout cas les infrastructures qui soient là aussi. J'imagine qu'après, c'est vraiment du cas par cas en fonction des... Non ? Disons que du cas par cas, j'allais dire là encore, oui, grâce au digital. Vous pouvez faire, par exemple, de la concertation grâce à ces technologies numériques pour arriver justement beaucoup plus facilement à du cas par cas. Monsieur Saadé parlait de rentabilité. On n'est pas des philanthropes, on est à la tête d'entreprises dans lesquelles la rentabilité est importante. Ça n'interdit pas, grâce à ces technologies digitales, de pouvoir faire ce qui était compliqué avant. Consulter l'ensemble des citoyens, c'était coûteux, c'était long. Aujourd'hui, grâce à ces technologies, ça peut être rapide, sans enlever l'humain, mais ça peut être beaucoup plus rapide et ça va être plus économique, qui vous permet à la fois d'être efficace, tout en étant dans une logique de service et de sens. Je pourrais y revenir tout à l'heure, mais toutes ces technologies, en fait, dans l'approche, je crois qu'un acteur de l'immobilier comme nous devons avoir, c'est à chaque fois de se poser la question du sens et de la responsabilité. Toutes ces technologies, elles ouvrent un spectre colossal en termes de possibilités, de capacités à innover, mais il ne faut pas qu'on oublie le sens. Derrière, il y a des données, derrière, il y a des êtres humains, il y a des concitoyens, et il faut que, face à toutes ces possibilités, nous ayons
en permanence le sens de la responsabilité. Moi, on bâtit à Versailles un quartier, le 9e quartier de Versailles. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est qui sera l'exploitant des données, in fine, au-delà de la captation que pourront en faire les services de la Poste, que pourront en faire la police municipale, que pourront en faire les différents opérateurs qui interviendront sur le quartier. Ces données publiques, à qui elles sont et comment on va les exploiter, comment on va les protéger. Et c'est pour ça que lorsqu'on réfléchit sous plusieurs dimensions, le logement, le quartier et la ville, il faut faire attention à ça, et notre devoir, on n'a pas la clé aujourd'hui, mais c'est un point d'attention important, parce qu'il n'y a pas que la rentabilité, il y a aussi la responsabilité sociétale des entreprises. Moi, je vais passer à vous, Madame Thénoz. Alors vous avez un regard un petit peu macro sur ces entreprises qui se transforment et puis qui se lancent sur de nouveaux créneaux, mais ça a des implications lourdes sur l'organisation du travail, sur les process, sur la manière de faire. Vous me disiez il y a quelques jours, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est de passer d'une expérience à l'échelle, justement parce que ça a des implications lourdes d'investir ces nouveaux services numériques. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe pas bien? Est-ce qu'on est... Alors, je dirais juste déjà que Wavestone, son rôle, c'est d'apporter de l'humain dans ces transformations digitales, dans l'arrivée de toutes ces technologies qui semblent sans limite, en fait, alors même que les humains, eux, se trouvent avoir beaucoup de limites. Donc j'aime bien, je vais rebondir sur le mot de Maurice Sissoko, des dimensions, parce que j'aime beaucoup l'approche des différentes dimensions. Pour moi, dans la transformation, j'en ai 3. Lorsque l'on conseille les acteurs privés ou publics, enfin moi personnellement, je conseille plutôt le secteur public, il y a la première dimension, c'est le changement de métier qui passe d'un métier d'administrateur, donc d'une administration, à celui d'animateur de territoire. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est d'appréhender la multiplicité des politiques publiques autour des données. Et là, c'est un fil conducteur énorme. Et donc, du coup, ça nous permet d'apporter de la transversalité aux politiques publiques. Et là aussi, on a une dimension territoriale qui est très importante pour mixer les données. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension vraiment interne aux organisations. C'est plutôt la question que vous me posiez. C'est toute la transformation des métiers avec, comme le disait dans la table précédente un des intervenants, l'évolution des métiers, mais aussi de nouveaux métiers, avec la professionnalisation autour du cœur des données, qui est essentielle sur toute la chaîne des politiques publiques. Depuis, j'analyse l'existant, je fais un diagnostic de mon territoire, je fais un diagnostic sur un certain public, une certaine problématique, jusqu'à je conçois ma politique, je l'organise et je l'évalue. Et là, c'est énorme le champ de professionnalisation qu'on a à mener, ce qui, bien sûr, va conduire des refontes de masse salariale énormes, avec des gains d'efficience d'un certain côté, un enrichissement de nombreuses tâches de l'autre. En termes d'enrichissement de tâches, je citerai par exemple, vous en avez parlé, tout le volet collaboratif et le volet association des acteurs, des acteurs, des partenaires, des écosystèmes, des usagers, bien sûr, avec des techniques qui sont au cœur aujourd'hui de tous les projets, où on se cherche encore un petit peu, faut le dire, où bien sûr les technologies aident, puisque ça permet de faire contribuer les usagers, habitants ou partenaires en asynchrone, c'est-à-dire en ligne, chacun à son rythme en fait, sans oublier bien sûr les temps de présentiel qui sont indispensables. Donc voilà une des illustrations des évolutions des métiers que je trouve absolument formidable. Et donc tout le challenge aujourd'hui, c'est de faire partager cet enthousiasme aux équipes qui en ont très peur. Justement, on va passer tout de suite à la Poste et on va parler des postiers. C'est vrai que du coup, pour eux, c'est une vraie révolution, c'est un changement total de métier. Vous avez en plus dirigé, vous connaissez très bien en tout cas le courrier, la manière dont ça se passe. Comment ça se fait chez vous?
Comment est-ce qu'on forme les postiers? Comment est-ce qu'on arrive? Certains, j'imagine, sont plus réticents que d'autres. Enfin, c'est un grand chantier. Il n'y a pas de grand soir à ce sujet. Comment est-ce que vous vous y prenez? En fait, la transformation du groupe, déjà, elle se fait sur... c'est un projet stratégique de longue haleine. Hein. On serait prétentieux de dire que les choses se font vite et facilement. Et ça s'appuie sur plusieurs piliers qui sont assez classiques, mais qui sont efficaces quand on les conjugue. Le premier, et ça c'est quelque chose que moi j'ai vraiment vu depuis de nombreuses années dans l'entreprise, c'est de donner du sens. On a vraiment investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour travailler avec les postiers, sans considération de grade ou de métier, et pour expliquer, donner du sens et écouter. Donc on est dans une entreprise, et moi je compare parfois à d'autres organismes ou groupes où on a vraiment investi beaucoup de temps, beaucoup d'attention managériale, qui ne sont pas naïves, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, on a une réalité économique, on a des concurrents majeurs et on a besoin de rythme, mais on a pris ce temps pour donner du sens, et par exemple en réunissant tous les facteurs d'une plaque autour de documents, en expliquant la concurrence, les clients, l'esprit client, la qualité, et en faisant réfléchir les gens, en les écoutant, en faisant remonter des idées aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est maintenant une habitude managériale, et on a des équipes qui sont habituées à ça. Ça ne suffit pas, il a fallu aussi de la pédagogie, il a fallu de la formation. On a un investissement en formation qui est vraiment très très fort. C'est plus de 2 jours par agent et par an sur une entreprise qui fait presque 300 000 personnes. Par exemple, on a eu l'année dernière une formation, ça s'appelait Tous Numérique. C'était une e-formation qui permettait d'expliquer ce que le numérique allait apporter, ce qu'on pouvait éventuellement en craindre au sens aussi sécurité pour une entreprise comme la nôtre qui est adossée à une belle banque. Les notions de sécurité sont permanentes et sont majeures. Donc formation, mais vraiment l'importance du management, d'un management tourné vers la transformation du groupe, ça a été toujours un fil rouge. Après, bien sûr, on a des partenaires sociaux, on a des gens qui sont rentrés à la Poste il y a 30 ans pour être facteurs ou guichetiers, et qui ne se reconnaissent pas spontanément dans un monde où on va apporter des médicaments, installer un équipement, poser des questions pour remonter un questionnaire à une collectivité, prendre des nouvelles d'un senior, où dans une journée, il peut y avoir plusieurs gestes différents. Mais en même temps, tout le monde a conscience de la réalité économique de notre entreprise. Et donc, ce changement, il se fait plutôt positivement. C'est aussi valorisant de se dire qu'on reste au service de nos citoyens sur des tâches qui sont importantes. Donc voilà, tout ça s'entremêle, mais enfin moi je suis peut-être pas la mieux placée pour le dire, mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait une violence ou une révolution. Je dirais plutôt que les choses se font de manière déterminée, avec des jalons. Il fallait dévulnérabiliser le groupe au poids du métier historique qui était le courrier. Par chance, on est un groupe multi-activités, qui a une banque qui va bien, qui a des évolutions stratégiques prochaines qui font les beaux jours de la presse, mais c'est une vraie opportunité historique pour le groupe. Tenez-nous au courant. Non, c'est peut-être pas le sujet, c'est le rapprochement entre la Caisse des dépôts et consignation et le groupe La Poste, donc il y a un tournant historique pour nous. On a aussi le monde du colis, qui est un monde en développement, hyper concurrentiel, mais en développement. Donc tout ça, ça donne quand même des ailes, j'allais dire, pour avancer. Et je pense qu'il faut toujours communiquer positivement. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas voulu faire, c'est dire on va mourir. On a dit la Poste est mortelle. Je me rappelle de ces phrases qui avaient quand même été un peu détonnantes, quoi. Mais on a des projets, mais on a une vision, mais on donne du sens à notre stratégie. Et on le prouve au quotidien en revoyant notre offre de services dans les villes. En progrès. Il y a des choses qui viennent prouver cette stratégie au quotidien. On y reviendra juste après. Mais, et vous, Monsieur Sissoko, comment ça se passe chez vous alors ? Moi, je voudrais juste rebondir, et ça fera le lien, je vous rassure, sur la transformation que vit cette entreprise qui est La Poste. C'est une transformation incroyable. Les Français s'en rendent même pas compte, mais c'est une vraie révolution et qui se fait en douceur. Voilà. Je ferme la parenthèse, étant dans le groupe Caisse des dépôts, et donc cousin de La Poste chez ICAD.
Je voulais juste marquer ça. Et la transition, elle est où? Elle est que cette transformation interne que connaît la Poste, elle l'a vécue sous la contrainte. Et je crois que la responsabilité d'un dirigeant, aujourd'hui, c'est, dans des secteurs qui sont plutôt florissants, c'est de faire cette transformation-là. Parce que c'est plus facile de faire des transformations quand la conjoncture est favorable, c'est le cas dans l'immobilier aujourd'hui, et on peut se laisser aller. Et donc je crois que la responsabilité des dirigeants aujourd'hui, c'est de rendre leurs collaborateurs employables pour les années qui viennent, et non pas dans une organisation sous contrainte, mais plutôt de manière positive. On est passé à 0 papier chez ICAD, par exemple. Alors, c'était un peu difficile, quand vous avez l'habitude de faire des plans. On reçoit du courrier, on évite d'en envoyer, mais on est obligé d'en faire. On essaie de faire avancer beaucoup sur les recommandés électroniques, évidemment. Mais transformer nos métiers, c'est devenu fondamental. C'est un accompagnement des collaborateurs et c'est surtout un vrai changement managérial. Je prends un exemple, on a changé de siège, on est passé en open flex, on est passé en même temps en 0 papier. Ça a complètement fait évoluer les modes de management, les modes de travail. Vous êtes interpellé dans le couloir, vos collaborateurs sont assis à côté de vous, vous n'avez pas le même lieu de travail tous les jours, vous pouvez vous déplacer. On a développé le télétravail, donc ça change. La fin du bureau saint-cyrien, quoi. La fin, j'allais dire, au-delà de l'aspect matériel, j'allais dire la fin d'un exercice du pouvoir lié à la taille du bureau et à la solennité d'un bureau qui vous sépare de votre collaborateur. Je crois que c'est surtout ça. C'est d'autres façons de travailler, c'est d'autres comportements, et ça doit se traduire dans les produits que nous livrons, dans les bureaux, mais également dans la façon dont nous pensons. Et je vous disais tout à l'heure, le digital est une formidable opportunité. Si dans vos modes de management, si à l'intérieur de votre propre entreprise, vous n'utilisez pas tout ce potentiel que vous offre le digital, ça va être compliqué d'expliquer à vos collaborateurs qu'il faut qu'eux, ils innovent ailleurs et pour les autres. Voilà. D'accord. Madame Thénoz, vous disiez que pour que ça se passe bien, pour qu'une transformation numérique se passe correctement, il faut injecter une vraie culture de la donnée, justement. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors la culture de la donnée, ça commence déjà à la base par la rigueur dans la définition de la donnée, le souci de la qualité et le contrôle qualité sur la donnée, puisqu'aujourd'hui les données sont publiques, beaucoup, même si on a parlé du business et de la monétisation tout à l'heure. Donc rigueur, qualité. Ensuite, dans la transformation des systèmes d'information, il faut structurer des systèmes d'information qui rendent la donnée fluide. C'est-à-dire qu'il faut des systèmes d'information urbanisés. Mais ce serait trop simple s'il fallait s'arrêter là. C'est qu'ils sont urbanisés et communicants avec l'extérieur. Puisque comme je le disais dans le métier, aujourd'hui on est de plus en plus habitué à travailler entre acteurs publics et privés. La donnée, elle traverse les frontières des entités, des institutions, pour servir la cause de la politique publique, du territoire, de l'habitant, etc. Et donc, quand on est sur la Smart City, par exemple, ou le Smart Région, Smart Territoire, on essaye de penser la donnée en fonction de son utilité, en fonction des usages futurs, et on remonte progressivement jusqu'à la structuration du système avec les technologies qui vont bien pour les faire circuler de façon fluide, en toute sécurité, puisque ça a été déjà dit tout à l'heure, voilà, de façon sécurisée, efficace, de façon à ce qu'il n'y ait pas de ressaisie, etc. Sachant que dans des grands et anciens groupes, c'est pas toujours facile de faire circuler la donnée de manière toujours très fluide. Bien sûr, mais l'État a commencé déjà à montrer un petit peu l'exemple, donc avec Henri Verdier à la DINSI, Etalab qui a promu cette démarche de start-up, qui elle-même soutient toute la démarche d'open data. La France avait présidé l'Open Data Partnership à l'époque, c'est nous qui avions aidé
le gouvernement a lui donné du sens, justement. Et donc, c'est ce qu'il faut faire et ce que les collectivités commencent à faire tout à leur niveau, et que les entreprises aussi sont en train de faire à chacune à leur échelle, en fait. Voilà, il y a beaucoup de démarches dans des groupes comme Enedis, comme Total, comme tous les grands groupes sont sur le sujet. D'accord. Madame Borletalec, comment vous gérez les données à la Poste ? Comment est-ce que vous les sécurisez ? Quel garde-fou vous avez ? Comment ça se passe ? La question est large et je ne suis pas absolument compétente, mais on gère les données comme un grand groupe qui a à la fois accès à des données personnelles. Je pense à l'adresse, qui est une base de données très importante et très stratégique, donc avec beaucoup de déontologie et de sécurité. Voilà. On a la banque, j'en ai parlé tout à l'heure, donc là on est dans un monde qui est forcément très sécuritaire, mais j'allais dire heureusement. Et puis je sais qu'on est aussi dans l'open data, puisque la Poste est partenaire de The Camp, et j'avais travaillé sur un atelier sur les datas où effectivement plusieurs interlocuteurs m'avaient signalé l'intérêt très positif d'avoir accès à de l'open source et pouvoir utiliser, traiter, travailler sur des données que nous collectons. Voilà. Donc moi je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est majeur, mais qui est au cœur de toutes les entreprises aujourd'hui, je pense. Nous, vraiment, dans nos actifs, la connaissance de l'adresse est un sujet important. Et le fait de pouvoir relier l'adresse à d'autres adresses numériques ou à d'autres sujets. Par exemple, les opérateurs de fibre ont besoin, pour amener la fibre chez vous, à la maison, d'avoir une adresse géographique précise. C'est un dispositif. Donc on travaille pas mal avec ce genre d'opérateurs. Enfin voilà, il y a des déploiements insoupçonnés mais importants. Et l'adresse est pour nous un actif, mais en même temps une donnée dont il convient de préserver la confidentialité ou les usages. Voilà. D'accord. Monsieur Sissoko, je voulais savoir quels sont vos rapports avec les pouvoirs publics, et puis globalement, est-ce qu'il y aurait besoin aujourd'hui de mettre en place une vraie politique publique en matière de Smart City pour vous aider à déployer vos activités comme celle de la Poste ou d'autres groupes d'ailleurs. Comment ça se passe ? Disons que très clairement, nous ne sommes qu'une brique d'un ensemble. Il faut avoir beaucoup de modestie sur le sujet. Une brique importante parce que nous sommes des promoteurs, mais à l'origine, la ville, elle est pensée avec l'ensemble des partenaires de la société civile, des acteurs économiques, mais avec les services de l'urbanisme, avec les élus. Et donc, dans l'utilisation en fait de la Smart City, des données, je crois que on voit très bien les différences en fonction des villes et de l'évolution de la façon dont ce sujet est pris en charge. Lorsque, on veut prendre un exemple, on est en train de réfléchir sur un outil de détection foncière pour les croiser avec les plans locaux de l'urbanisme ou les plans locaux de l'urbanisme métropolitain. Vous avez toute une série de collectivités qui ne veulent pas vous donner ces données-là. C'est pas grave. Mais elles se passent d'un échange très riche entre des acteurs de construction de la ville et leurs services. C'est anecdotique, mais ça peut être symptomatique du type de réaction qu'on peut vivre. Et donc moi, par définition, ces professions immobilières, de manière générale, sont totalement interconnectées avec l'ensemble des services d'une ville, avec les maires, parce que la ville se construit déjà par étalement, mais aussi la ville sur la ville. Et donc la façon dont on pense la ville est quelque chose d'important. Et donc, par définition, on est totalement imbriqué avec les collectivités. Mais dans la façon de le faire, on parlait tout à l'heure, je sais que de plus en plus, on ne fait plus la ville comme avant en disant on dessine et puis on y va. Aujourd'hui, il y a énormément de concertation. Si une ville ne vous met pas des données de concertation, elle vous met dans une situation compliquée, réciproquement d'ailleurs. Premier élément. Deuxièmement, on se prive du coup de l'ensemble des potentialités dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont sans limite. C'est-à-dire, il n'y a que notre esprit finalement qui nous enferme dans les potentialités. Si vous discutez avec une collectivité de manière très très ouverte, en transparence, vous arrivez à développer des systèmes extrêmement sophistiqués. Je vais en prendre un anecdotique.
nous avons mis en place une plateforme de recyclage. Je ne dis pas de recyclage, de réemploi. Si vous n'avez pas un échange avec, notamment sur des bâtiments publics, si vous n'avez pas un échange en amont avec une collectivité sur la composition des bâtiments, etc., qu'on vous donne ces données-là que vous pouvez stocker sur un système d'information, sur une plateforme d'échange avec des gens qui vont construire et donc être en situation de recycler, de réemployer, pardon, et non pas de recycler, de réemployer ces matériaux-là, vous vous êtes coupé d'une telle information que votre plateforme ne fonctionne plus. Et ça, c'est l'animation de la donnée par une collectivité est déterminante. Il y a beaucoup de collectivités qui ont maintenant des responsables numériques. Je trouve que c'est fondamental. C'est des positions dans les collectivités qui sont des positions difficiles parce qu'elles sont transversales. Elles bousculent les frontières. Mais je crois que les villes doivent faire aussi cette révolution-là parce que c'est indispensable pour qu'elles sont en compétition. Les grandes métropoles sont toutes en compétition en France, mais également en Europe. Tout à l'heure, M. Saadé parlait des différents ports. Certains sont et Marseille est en concurrence. Marseille est en concurrence avec les grandes villes de la Méditerranée. Et pousser ces solutions digitales, créer les conditions d'un transfert d'un maximum de données à des acteurs qui veulent s'engager à leur côté, peut-être même contractualiser avec elles, devrait permettre de repenser la ville de manière plus efficace, plus dynamique, plus économique pour l'ensemble des acteurs de la ville. Mais j'imagine que c'est compliqué pour des acteurs comme vous, si c'est pour chaque ville c'est un petit peu différent en fonction des collectivités à qui on s'adresse, etc. C'est compliqué d'industrialiser par exemple des solutions que vous pourriez mettre en place à Marseille, mais pas à Nantes, à Nice ou à Strasbourg. Comment vous gérez ça ? Marie-Joëlle, tout à l'heure, disait c'est plutôt à vous que je vais poser la question. Ça viendra. Disait justement, à juste titre, on doit réglementer en quelque sorte la donnée. On doit la structurer pour que justement elle puisse être extraite d'une certaine façon, pour être retraitée d'une certaine façon, et pour le plus grand nombre. Le sujet n'est pas d'ailleurs... Le risque, c'est d'avoir des systèmes captifs. Or, dans nos sociétés, je pense qu'il faut qu'on sorte de ce système captif. C'est l'agilité qui va nous amener donc, à être performants collectivement. Alors, les plus agiles, évidemment, passeront devant, mais ça, c'est la règle de la compétition économique, de la compétition internationale. De la concurrence, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on puisse tous partager le maximum d'informations, là encore de manière responsable. Je parlais tout à l'heure de la façon dont on doit travailler dans les entreprises de manière responsable, mais c'est la structuration de base qui doit nous aider à mieux travailler. Alors on est confronté, bien sûr, mais on travaille aussi sur des outils pour retransformer ces données-là, pour les utiliser d'une certaine façon. Hein. Je veux dire, je ne suis pas un spécialiste de l'informatique, mais il y a plein de travaux qui sont conduits à ce titre-là, donc on se débrouille. Oui. Madame Thénos, du coup, qu'est-ce que vous en dites ? Eh bien, il existe de nombreux programmes au niveau national ou européen pour normaliser la donnée. On en est où ? On en est où ? C'est difficile à vous dire, tant le champ est vaste. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que l'initiative de tous est bienvenue. Aujourd'hui, on voit à travers les dossiers TIGA, vous savez, le programme TIA qu'a lancé le CGI, qui stimule les territoires à remonter leurs projets innovants et à les rendre un peu exemplaires pour ensuite essaimer. L'initiative à la fois publique et privée sont bienvenues. Et je vais prendre juste un exemple, c'est plus facile. Avec la région Bretagne, il y avait une initiative sur le Small Business Act, c'est-à-dire comment est-ce que la commande publique peut vraiment bénéficier aux PME et comment les PME peuvent mieux comprendre la commande publique. L'idée, c'est de profiter de la donnée pour faire de l'open data, pour aussi faire de l'open innovation, c'est-à-dire permettre aux startups de développer des petites applications pour permettre à une entreprise de calculer son potentiel, de marcher à travers la commande publique, etc. Donc le groupe de travail réuni autour d'une association avec tous les acteurs publics et privés du territoire breton a abouti à un format de données qui a été présenté à l'État et qui a été intégré dans un décret, le décret succédant au Code des marchés publics d'avril 2016, je crois maintenant. Donc vous voyez, c'est pour dire que finalement,
Le champ est tellement vaste que chacun prenne l'initiative à son niveau. Si c'est une bonne idée, ça va forcément rejoindre d'autres initiatives et finalement, ça aboutira sur de plus en plus de standardisation, mais pas seulement top-down, ce qui serait un peu dommage, bottom-up et horizontal, comme on l'a dit depuis le départ. D'accord. Et j'en reviens à la Poste. Du coup, comment est-ce que ça se passe avec les... donc ici, par exemple, en PACA, avec les différentes collectivités, lorsque vous lancez des nouveaux services, etc. Est-ce que ça se passe... Vous arrivez à standardiser justement un petit peu vos solutions auprès de tout le monde, ou est-ce que c'est compliqué ? Comment au quotidien ça se passe ? Je pense, déjà, ça se passe bien. La Poste, ouais. C'est un acteur des territoires, donc on travaille beaucoup avec les collectivités, ouais. À tous les niveaux, sur plusieurs sujets, sur les sujets du quotidien et puis sur les sujets plus stratégiques. Et selon les sujets, on est soit dans du déploiement d'offres standards, soit dans du déploiement d'offres vraiment sur mesure, où voilà, on a accompagné la Chambre de commerce et la métropole sur la réponse au TIGA. Enfin, on regarde tous les sujets qui ont un lien avec notre stratégie, sur lesquels on peut être utile, on peut apporter des ressources, avoir des bénéfices business aussi, mais on est vraiment dans des partenariats importants. Les sujets un peu standards, ce sont par exemple des sujets, on propose des portails de relations citoyens aux communes qui ne sont pas très bien équipés en site internet, qui ne sont pas responsive web design, qui ont besoin d'évoluer vers leur offre de services aux citoyens. Donc on a une offre, elle est standard, hein, c'est un portail qui se déploie en l'adaptant chaque fois à chaque commune. Et puis par exemple sur des sujets comme un sujet qui pour nous est vraiment stratégique et bien connecté à la ville durable, qui est celui de la logistique du dernier kilomètre. Là, en fonction de la situation de chaque métropole, on travaille avec les acteurs du transport et de la logistique pour proposer des offres qui seront différentes chaque fois. À Grenoble, c'est un centre de mutualisation. À Bordeaux, on a les travaux du tramway qui ont bloqué une rue commerçante. Et donc la Poste a proposé, avec des partenaires locaux, avec la Caisse des dépôts aussi, une plateforme adaptée à la desserte de ce boulevard qui n'est plus accessible. On travaille avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence, avec Nice, avec Toulon, pour mettre notre savoir-faire en corrélation, en miroir avec les sujets importants, prioritaires des métropoles. Et puis ça avance bien, donc ce sont des sujets de la ville de demain, quoi, donc c'est très intéressant. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On va finir à l'heure, ce qui est un petit miracle. Merci à tous. Et puis, à tout à l'heure.